Le thème sur lequel je m'en vais faire mon échange avec vous s'intitule « Le rôle des OSC pour un avortement sûr. État des lieux du travail effectué par les organisations non gouvernementales pour soutenir l'accès à l'IVG et conséquences psychologiques positives d'un accès à l'IVG sur les femmes. » Alors, avant d'entrer même dans le vif de ma présentation, je voudrais revenir sur un certain nombre de détails qui me tiennent vraiment à cœur. Yemado oho ejek banjo miniwa deho. Non, en fait, il s'agit plutôt de s'informer sur la question relative à l'avortement sécurisé. C'est quoi l'avortement sécurisé? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Dans quelles conditions? Quand est-ce qu'il faut le faire? Quelles sont les conditions qui sont réunies au Bénin pour que cela puisse se faire? Peu importe ce que les gens ont toujours pensé lorsqu'on aborde ces questions, l'avortement, la décision pour autoriser l'avortement sécurisé au Bénin est l'une des meilleures décisions qu'il fallait prendre pour préserver la vie et la santé materno-fœtale. Qui, ici, dans son parcours, que ce soit dans le domaine scolaire, universitaire ou dans d'autres domaines professionnels, n'a jamais soit appris, soit vécu elle-même ou accompagné une personne qui s'est retrouvée obligée de faire recours à un avortement non sécurisé. Je ne demande pas forcément que nous levons la main, mais moi je suis certain et sûr d'une chose. Si tout de suite je pouvais disposer d'un pouvoir ou d'une magie pour dire simplement, pour demander à ce que de la tête de chacun de nous, un cri, on commence par entendre un cri qui dit moi, 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 moi. Nous sommes nombreux à avoir déjà soit eu recours ou bien avoir accompagné des proches ou bien avions eu des proches qui l'ont fait. Sous d'autres cieux, nous avons critiqué les personnes qui ont eu recours à ces pratiques-là. Tout simplement parce que nous avons pendant longtemps manqué d'informations. Nous avons connaissance de beaucoup de personnes qui sont passées de vie à trépas juste après avoir eu recours à un avortement qui n'est pas du tout sécurisé. Lorsque je prends deux exemples. J'ai eu à connaître une dame qui portait une grossesse. C'était une jeune dame. Elle était encore au collège lorsque, par accident, comme on le dit, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. L'auteur est connu. Il est prêt à accepter la grossesse. Les parents ne sont pas contre qu'elle accouche. Malheureusement, au cours du processus, on s'est rendu compte que l'enfant qu'elle portait dans le ventre avait une malformation. Et la meilleure chose qu'il fallait faire, le conseil que le médecin même avait prodigué, c'était d'interrompre la grossesse. Parce que l'enfant présente des malformations vraiment graves.
pour ce qui concerne et la jeune fille enceinte et l'auteur de la grossesse, ils étaient tous d'accord. Mais il a fallu juste que le monsieur en parle à son papa pour que tout devienne impossible. Il nous dit famille miton même si personne n'est au courant, tu sais qu'il y a tel fétiche dans la maison et ce qui se passe, il nous dit famille miton et c'était devenu compliqué. Le fait qu'elle porte un enfant mal formé n'a pas emporté cette jeune fille dont je parle. Mais ce qui l'a emporté, c'est le fait que, d'un côté, ses parents ne sont pas pour qu'elle accouche d'un enfant mal formé et dont ils sont déjà conscients. Et de l'autre côté, les parents de l'autre pensent qu'il n'y a aucune possibilité que dans leur famille, il y ait avortement. Parce que, selon les histoires, il y aurait un ensemble de personnes qui doivent partir, doivent mourir après l'avortement. Traumatisée, soucieuse, parce que l'agent de santé a pris le soin d'expliquer les raisons pour lesquelles il fallait interrompre. Le poids que cela pourrait constituer d'avoir cet enfant mal formé. C'est les conséquences psychologiques du fait qu'elle est consciente qu'elle porte un enfant mal formé et tout ce que cela peut lui coûter toute la vie après, qui a fait que la jeune fille entre « nous sommes prêts à le faire ». Vous ne pouvez pas le faire parce que ça ne se fait pas chez nous, a préféré tout arrêter en allant prendre un produit pour partir et elle et l'enfant. Vous voyez un peu jusqu'où ce dont on parle est tellement sérieux qu'il faut véritablement en parler. Pendant longtemps, parler d'avortement, c'est que on n'en parle pas. Même quand on sait que vraiment, oui, j'ai eu une grossesse après viol. D'abord, on ne déclare pas le viol. On entretient soi-même la grossesse d'une manière et on va se retrouver dans un endroit, un mouroir pour faire partie de la grossesse. Le pire, ce que je dis là, c'est des réalités et nous le savons. Le pire, c'est qu'on a peut-être appris que lorsque Alessandrine était tombée enceinte, n'a plus retrouvé ses règles, elle a pris tel produit, elle a associé à tel produit, et puis tout est revenu à la normale, sans savoir ce qui adviendra plus tard. On préfère faire ça en catimini. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à voir ces sujets-là comme des sujets dont on ne peut pas parler. Partout où l'on parle de ces sujets, nous devons prendre la parole afin de pouvoir nous déconstruire. Dire tout ce qu'on a toujours pensé de ça. Recevoir ce qu'il faut pour qu'il y ait un changement de mentalité, un changement de façon de voir les choses. Nous sommes ici comme étant des relais, des informations que nous sommes en train de recevoir. Mais il faut que nous acceptions les informations, nous les intégrions. Je suis déjà dans ma communication en fait. Parce que pendant longtemps, les OSC ont joué un très grand rôle. Et si aujourd'hui même cette décision est prise, c'est que l'avortement, qui est l'avortement sécurisé, les OSC ont joué un grand rôle en amont. Et si vous me le permettez, je vais vous donner la raison. Si vous me le permettez, tout à l'heure, dès que je vais donner la raison, nous allons encore une fois ovationner le RFLD. Pourquoi nous allons le faire? Au Bénin, parce que si personne ne le fait, il faut que quelqu'un arrive à le faire.
tout ce que nous avons eu comme information ici, aujourd'hui, je suis sûr, si je demandais de lever la main, je ne sais pas si beaucoup vont pouvoir lever la main pour me dire qu'il y a une ONG, une organisation au Bénin qui l'a invité et lui a donné des informations à renforcer ses capacités sur cette question-là. Au Bénin, lorsque vous pouvez faire vos recherches, au Bénin, il n'y a que la BPF, le RFLD, Réseau des femmes leaders pour le développement, et le COJAS, c'est une coalition des jeunes. Et eux, ils abordent la question avec les jeunes. Le RFLD aborde avec les jeunes et les femmes. Voilà les seules organisations qui parlent, qui abordent ces questions. C'est pourquoi je vais nous demander, avant de continuer, d'ovationner une fois encore le RFLD pour cette initiative. Alors, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que les organisations de la société civile, les ONG, font concrètement? Avant même qu'il y ait cette prise de loi, les ONG ont beaucoup fait pour attirer l'attention sur les conséquences, les statistiques. Les ONG ont travaillé à sortir beaucoup de statistiques. Ils ont travaillé à des plaidoyers, continuent de travailler. Aujourd'hui, bien que la loi soit votée, il ne suffit pas simplement de voter une loi. La loi est votée, c'est autorisé. Il y a des mesures pour appliquer la loi. La loi a des insuffisances. La loi doit être vulgarisée. La loi doit être comprise du dernier des Béninois. Les mesures il faut que ces mesures soient mises en place. Aujourd'hui, les ONG travaillent à cela. C'est ce que le RFLD s'attelle à faire. Aujourd'hui, pour que véritablement les femmes puissent jouir de l'intervention volontaire de grossesse, il faut qu'on arrive à déconstruire ce qu'on avait comme pensée, information, tout ce qui relève des constructions sociales qui sont en rapport avec les IVG. La femme qui fait recours à l'intervention volontaire de grossesse traîne toujours des séquelles au niveau psychologique. Je vais vous donner un exemple très clair. Une femme à qui on diagnostique pour le bébé qu'elle porte une malformation et à qui on propose, parce que là, elle ne s'attendait pas à cela. C'est arrivé. On lui propose l'intervention volontaire de grossesse. Je ne suis pas femme, mais je peux vous dire que je sais ce qui se passe dans la tête de la femme. La première chose, qu'il soit malformé ou pas, je veux garder mon enfant. Involontairement, c'est ce que elle ressent au-dedans d'elle. Mais dans le même temps, elle n'a pas le choix. Parce qu'elle n'est pas seule. L'homme qui ne vit pas exactement la même chose qu'elle va vouloir que on puisse passer à l'avortement. D'analyse en analyse, on va voir qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire. Ça va se faire. Tout le monde va voir que bon, c'est mieux. Il fallait sauter cette grossesse pour ne pas avoir. Mais tout ce qu'elle vit après, nous ne pouvons pas le savoir. Même jusqu'à sa vieillesse, si elle n'est pas prise en charge, elle va traîner ce traumatisme-là. Je vous donne un exemple simple. La femme qui a eu ce recours à l'IVG et que peut-être après n'arrive plus à concevoir. C'est un exemple. Ou après tombe enceinte. Si elle n'est pas accompagnée, cette femme-là ne peut pas développer sa grossesse normalement comme il se doit. Parce que tout le temps, elle va traîner des pensées selon lesquelles, et si cet enfant aussi portait quelque chose, c'est des séquelles psychologiques. Et si
Voilà que normalement les gens disaient que lorsqu'on avorte, c'est que voilà les conséquences qu'on peut avoir plus tard. Après, on meurt vite. Après, on a si. C'est des constructions sociales. Ça aura un impact sur sa vie. Lorsque elle va garder dans sa tête, lorsqu'on avorte, c'est qu'après ça, toutes les grossesses doivent se solder par la césarienne. C'est des pensées qui créent. Elle souffre seule. Et il n'y a personne pour l'aider. C'est pourquoi le travail que font les organisations de la société civile en matière de sensibilisation, en matière de plaidoyer, c'est un travail que nous devons à tous les niveaux accompagner. Accompagner en nous positionnant comme étant des relais. Aujourd'hui, oui, la loi a été votée. Oui, on applaudit tous que aujourd'hui l'avortement sécurisé au Bénin, ça peut se faire. Mais il y a tellement d'insuffisances. Et les organisations de la société civile travaillent à attirer l'attention sur ces différentes questions relevant des insuffisances. Les organisations de la société civile travaillent également à nous permettre, parce que je suis sûr, depuis que la loi a été votée, même peut-être dans cette salle, mais on va trouver des gens, il y a des gens qui n'ont jamais compris de quoi il s'agit. Peut-être que, bon, il y a des gens de Rodion, la personne peut se décider, et je suis sincère dans ce que je dis. Il y a beaucoup qui ont pensé que c'est ça. Parce que ce qui est en train d'être fait ici, l'État ne le fera pas. L'État ne le fera pas. L'État a déjà pris la loi. Oui, l'État sait que c'est lui qui doit faire la vulgarisation. Mais lui, il a fait ce qu'il a pu. Mais les informations qu'il nous faut, ce sont des organisations de la société civile qui font ce travail-là. Et pour faire ce travail, ce n'est pas quelque chose d'aussi aisé. Ce n'est pas du tout aisé. Dans le thème, nous avons parlé des conséquences psychologiques positives. Lorsque nous allons réussir à démystifier le mythe, les mythes qui sont autour de l'avortement de façon générale, et revenir sur l'avortement sécurisé, je vous assure, ce n'est que là que nous pourrons véritablement assurer vivre les conséquences positives. Les organisations de la société civile ont énormément besoin de ce que nous nous positionnons comme étant les relais utiles qui systématiquement relaient l'information afin de pouvoir atteindre le denier des Béninois. Lorsque nous parlons des impacts psychologiques de l'avortement, c'est qu'il y a par exemple, quand j'en ai parlé ici, et j'en ai parlé tout à l'heure, la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Lorsqu'on dit qu'une femme doit interrompre sa grossesse, c'est que déjà tellement de pensées. Mais ce que les autres disent également d'elle, les gens vont jusqu'à dire d'une femme qui porte un bébé mal formé que je dis ça maintenant, ils vont dire que c'est les choses que j'avais fait là qui sont en train de m'accompagner. L'autre chose, par exemple, c'est que il y a dans d'autres communautés où lorsque tu portes un enfant mal formé, on dit que c'est sa malédiction. Et ça, la seule fait que la femme, on lui a dit que le bébé qu'elle porte est mal formé. Mais elle n'a pas le courage parce que pour elle, si tu dis ça dans notre communauté, quand tu portes un enfant mal formé, voilà la raison systématique qui peut expliquer le fait que tu portes un enfant mal formé. Conséquence, elle porte
tout ce qui relève, elle porte sur elle tout ce qui relève des charges psychologiques de cette situation-là. Elle ne peut pas en parler à son mari, ou bien même parfois lorsqu'elle parle à son mari, c'est lui qui se positionne pour dire personne d'autre ne doit apprendre ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà que les gens savent que tu es enceinte. Comment nous allons nous y prendre? Dans ces conditions, au lieu de procéder par la voie normale, on préfère chercher des raccourcis qui occasionnent malheureusement mort d'homme. C'est pourquoi nous devons travailler véritablement à accompagner ce que les organisations de la société civile font. Ce qu'ils font contribue énormément à éviter tout ce qui est trouble de stress lié à la question de l'avortement sécurisé. Ce que font les ONG aide énormément à réduire tout ce qui est difficulté relative au recours à l'IVG. Lorsque l'information qu'il faut n'est pas passée, le jour où on annonce à une femme qui avait d'autres pensées sur l'avortement, qu'elle est obligée d'interrompre sa grossesse, pour d'autres, systématiquement, c'est que son estime de soi prend un coup, surtout quand c'est une première grossesse. Ceci m'amène à vous poser une question sur la législation et par rapport à l'avortement sécurisé en matière de la santé maternelle. Est-ce que cette législation peut permettre d'éviter, les décès et autres liés? Cette législation, bien sûr, peut permettre d'éviter les décès liés à l'avortement. Merci, docteur. J'en venais d'ailleurs. C'est une très bonne nouvelle, cette législation. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle en ce sens que j'ai expliqué tout à l'heure tout ce qu'il y a comme construction sociale, tout ce qu'il y a comme tabou autour de la question. Et que subitement aujourd'hui, on voit un État qui, au plus haut niveau, dit « j'autorise l'avortement lorsque ces conditions-là sont réunies ». Vous voyez déjà que ça commence par démystifier la chose. Parce que avant l'avènement de cette législation-là, personne ne se lève de lui-même pour dire bon, franchement, les conditions dans lesquelles on se retrouve là, il faut qu'on passe à l'avortement sécurisé. On le fait en cachette. Même parfois, certaines femmes se retrouvent dans des conditions où il faut passer à l'avortement sécurisé. Parce qu'il n'y avait pas une loi qui entourait la chose. Il suffit juste que peut-être un agent de santé qui, lui, ne voit dans sa conviction religieuse ne lui permet pas de faire recours à l'avortement sécurisé. Il va parler, essayer de convaincre la femme. Le mari, une fois convaincu, c'est fini. La femme est obligée de subir. Finalement, c'est son corps, dans d'autres cas, qui gonfle, elle meurt. Elle meurt, l'autre va se remarier. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la santé de la mère et de l'enfant, cette législation-là. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous devons en parler. Et il ne faut pas être des récepteurs inactifs. Il faut recevoir et donner l'information que nous avons reçue autour de nous. Nous devons donner l'information si nous voulons que les donnes changent. Et l'autre chose que nous devons comprendre, c'est que cette législation induit une transformation très positive dans tout ce qui relève de la santé maternelle et en termes même de décès maternel, c'est que ça vient également réduire
les cas de décès maternels. Tout à l'heure, lorsque le CA passait, je crois que c'est lui, il a présenté le cas d'un monsieur. Le cas d'un monsieur où la femme, parce qu'elle cherchait, vous voyez un peu, donc, si rien n'est fait, parce que cette loi a beau exister, si rien n'est fait du côté non seulement des organisations de la société civile, mais de chacun de nous en tant que membres de la société, c'est que cette loi va beau exister, mais nous allons continuer à enregistrer les cas de décès à cause de l'ignorance. Très bien. Je vous remercie. Justement, j'allais revenir sur la question. Oui. C'est vrai, avant 2003, oui, il n'y avait pas de test. C'est ça, hein? C'est parce que on avait constaté qu'il y avait des décès liés à l'avortement. Ça, en 2003, après 2021, 2022, 2023, des tests sont revus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec des statistiques, que depuis qu'on a instauré ces lois-là, est-ce qu'il y a eu une réduction de décès liés à la santé maternelle? Ok. Est-ce que le fait d'avoir instauré cette loi a provoqué, ou tout au moins a pour conséquence la réduction du taux de décès lié à la santé maternelle? Ok, d'accord. C'est vrai que de façon factuelle, je n'ai pas des statistiques, mais je peux vous dire avec assurance, parce qu'il y a des pays, qui ont adopté cette réglementation-là avant le Bénin. Et dans ces pays, c'est que nous avions remarqué que le taux de mortalité maternelle a commencé systématiquement par baisser. Et au Bénin, lorsque le Bénin a pris cette loi, je crois qu'il y a un collège de gynécologues qu'on appelle Fédération internationale des gynécologues et d'obstétriques. C'est qu'ils ont salué cette décision du Bénin. Et ils ont avoué que c'est l'une des meilleures manières pour lutter contre les décès maternels qu'on pouvait éviter. Parce que dans beaucoup de cas, en fait, c'est des grossesses compliquées qu'on pouvait vraiment interrompre avant les termes qui ont conduit au décès maternel. Donc, okay. Bon, pour ajouter, il y a aussi l'UNFPA qui a attiré l'attention sur ce que cette loi a permis de restreindre l'accès à l'avortement de façon générale, qui se faisait de façon clandestine, et vient maintenant permettre à ce que ceux qui ont besoin véritablement d'avoir recours à l'avortement le fassent dans de bonnes conditions, et cela concourt, cette prise de loi va dans le même sens de tout ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs du développement durable en rapport avec la santé maternelle. Merci beaucoup. Je crois que la loi modifiée en 2023 a prévu dans l'un de ses articles le droit de la femme en matière de l'avortement sécurisé. J'ai lu dans les journaux ce matin, et précisément dans le journal Le Matinal, où on mentionnait qu'il y a de janvier en mars passé, il y a eu 1500 viols dénombrés. 1500 viols. Est-ce que tous ces viols-là ont occasionné des grossesses et qui ont été réglées par le système d'avortement sûr?
Nous, on n'en sait rien. C'est à vous de nous éclairer. Bon, d'abord, c'est vrai, je n'ai pas lu l'article, mais je suis très sûr que si aujourd'hui nous avons ces statistiques, c'est parce qu'il y a aujourd'hui une loi. Parce que dans la plupart des cas de viol, souvent, c'est que ce soit les filles, les femmes, les jeunes femmes, tout ce qui est femme, c'est qu'elles étaient soumises pendant longtemps au silence. Et il y a eu plusieurs grossesses qui sont allées à leur terme alors qu'elles sont issues d'un viol. Dans le même temps, il y a eu plusieurs cas de décès juste parce que la grossesse était issue d'un viol, mais puisqu'il n'y avait pas une législation en la matière, c'est qu'on ne pouvait pas déclarer que voilà les conditions dans lesquelles j'ai été engrossé. Mieux, aujourd'hui, nous avons la chance que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de parler des questions relatives aux droits de la femme, qui encourage aujourd'hui les femmes à briser le silence, à dénoncer toutes les formes de violence qui sont faites contre elles. Et cela aujourd'hui facilite la chose, amène ceux qui sont informés à pouvoir dénoncer qu'elles ont été victimes de viol. L'État aussi, à son niveau, a mis en place un mécanisme qui permet, lorsque aujourd'hui les populations sont bien informées, généralement, qu'est-ce qu'elles font? Ils savent où référer, soit vers telles structures ou recourir à des organisations de la société civile qui travaillent sur ces questions-là pour que ces organisations, à leur tour, puissent référer. Aujourd'hui, le fait que déjà il y a une législation en la matière ouvre la voie à des dénonciations. Hier, lorsque tu déclares un viol commis sur toi en tant que fille, les premières choses qu'on voit, c'est pas ce que tu as subi, mais on te victimise d'abord à plus de 50% avant de penser aux conséquences à moins de 50%. Je prends un exemple, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? On te culpabilise. Voilà, on culpabilise du moins. On culpabilise. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Et si toi aussi tu n'étais pas allé là-bas, alors que j'ai le droit d'accepter une invitation, il n'y a aucune loi qui m'interdit d'accepter une invitation. J'ai le droit de donner mon point de vue lorsque tu as envie d'aller au sexe avec moi. Même que ce soit dans un couple ou pas, c'est que tu as le droit de recourir à mon consentement. C'est autant d'informations que nous n'avions pas hier et que de plus en plus nous sommes en train d'avoir. Voilà autant de choses qui fait briser le silence, dénoncer les cas. Maintenant, est-ce que, parce que lorsque vous étiez en train de poser la question, ce que j'entendais en moi, c'est que est-ce que les 1500 cas de viol, si entre-temps tous s'étaient soldés par des grossesses, et ça dit que dans un temps record, le Bénin a, par cette loi, a fait en sorte que 1500 grossesses soient sautées. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour votre apport.